Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous avons l'honneur de recevoir Bertrand Rossi, directeur général de l'Opéra de Nice-Côte d'Azur et membre du jury du prix d'atelier 2025 décerné par la Fondation. Un prix remporté un an plus tôt grâce au travail des équipes de la Diacosmie pour les costumes de l'opéra La Petite Sirène de Régis Campo. Homme d'ouverture, déterminé à faire tomber les barrières de l'opéra, Bertrand Rossi partage avec nous sa vision, celle d'un opéra comme lieu de culture, vivant et accessible au plus grand nombre. Bonjour Bertrand Rossi. Bonjour Julie. En prenant la direction générale de l'Opéra de Nice en 2019, vous avez réussi à replacer l'institution sur la carte des grandes maisons d'opéra en Europe, guidée par votre passion et fort de choix audacieux. Alors je souhaiterais tout d'abord que vous évoquiez avec nous votre parcours, comment votre intérêt pour l'opéra s'est-il développé, avant de pouvoir explorer par l'intérieur de prestigieux établissements tels que le Capitole de Toulouse ou encore l'Opéra national du Rhin, pour ne citer que. Bien, avec plaisir. Eh bien, écoutez, moi je suis tombé dedans tout petit, vraiment dans la marmite de l'opéra. En effet, mon père était directeur administratif aussi de l'Opéra de Nice pendant des années. Et vous savez, du coup, j'ai vécu ça depuis ma naissance, déjà dans les coulisses. J'avais un père qui était absent à la maison, parce que quand on est passionné comme lui, eh ben, la famille principale, c'est l'opéra, n'est-ce pas? Il considérait vraiment les équipes comme sa famille. Et je dois avouer que j'ai pas du tout souffert de ça. Bien au contraire, j'ai compris tout de suite et j'ai même adoré. Et l'Opéra de Nice est devenu eh bien un peu ma famille à moi aussi. Et c'est vrai que voilà, avec lui, quand j'étais jeune, j'assistais à tous les spectacles, à toutes les répétitions. Voilà, il m'a donné l'envie, je pense très jeune. Et je suis rentré dans le chœur d'enfants, où j'ai participé à des productions comme Carmen, La Bohème, enfin tous ces opéras où il y avait des chœurs d'enfants. Et là, j'ai découvert les métiers de l'ombre, ceux qui font la magie sans être sur scène. Et ça m'a fasciné. Du coup, j'ai commencé comme régisseur stagiaire. Et en 1991, je suis devenu régisseur de scène. Et puis, j'ai grimpé les échelons petit à petit, assistant mettant en scène moi-même, puis à l'Opéra national du Rhin comme régisseur général, directeur de production, directeur général adjoint et même directeur général par intérim à l'Opéra du Rhin. Voilà, j'ai aussi travaillé dans différentes maisons. Voilà, c'était génial de pouvoir explorer ces grandes maisons de l'intérieur. Et puis en 2019, j'ai posé ma candidature pour Nice. Et là, j'ai eu la chance d'être choisi. Et depuis, voilà, j'essaie de faire rayonner l'opéra au niveau national et international avec des projets audacieux comme des coproductions européennes, des créations contemporaines qui secouent peut-être un peu les habitudes et l'ouverture à tous les publics. Voilà, c'est ma passion, je crois, qui guide tout ça et voir l'institution reprendre sa place en Europe. Voilà, ça me rend vraiment fier. Justement, à ce sujet, lors d'une interview donnée au moment où vous preniez vos fonctions, vous estimiez qu'il faudrait 8 à 10 ans pour que l'Opéra de Nice retrouve une vitesse de croisière. Alors là, je vous cite, or nous sommes en 2025 et l'institution semble déjà avoir pris son plein élan, notamment grâce à votre politique d'ouverture. Comment êtes-vous parvenu à lever les barrières, qu'elles soient psychologiques, culturelles ou financières, qui entourent souvent l'opéra afin d'en ouvrir les portes à tous les publics?
Oui, franchement, pour moi, l'opéra n'est pas quelque chose d'élitiste, réservé à quelques-uns. Non, c'est pour tout le monde. Et dès mon arrivée, j'ai voulu décloisonner tout ça, faire tomber cette image, comment dirais-je, un peu poussiéreuse, où on mélange les grands classiques. C'est important parce que l'opéra a une double mission, hein, de faire vivre le répertoire de 4 siècles d'opéra, mais aussi de créer de nouvelles œuvres, donner des repères que tout le monde aime, mais aussi avec des créations contemporaines pour surprendre et découvrir. Et on a créé des nouvelles formes. Et ça, ça a été quelque chose de très important pour l'Opéra de Nice. Il y a des rendez-vous incontournables comme les face-à-face où le public discute directement avec les artistes, ou les after-work musicaux qui sont des nouveaux formats pour aborder la musique autrement et rencontrer les artistes d'une autre manière. Ce sont des concerts plus informels, hors les murs, qui ont lieu dans des bars, dans des places publiques. Et puis on a des expériences, comment dirais-je, plus fun, on peut les appeler comme ça, comme les escape games à l'opéra, où nous sommes le seul opéra en France, hein, avec ces projets immersifs pour des publics qui peuvent se sentir décomplexés, où ils osent pousser les portes. Mais on a aussi des formats pour les familles et les écoles, où on a lancé des événements adaptés, les Viens avec ton doudou pour les tout petits, Viens avec ton smartphone pour les ados, Viens avec tes parents, qui est un nouveau format également, et les étudiants également. Je me suis souvent posé la question, comment rendre ce lieu accessible aux étudiants? Comment faire en sorte que les étudiants se sentent chez eux? Et c'est absolument prioritaire avec les bibliothèques universitaires à l'opéra, où on transforme la salle de l'opéra en BU à l'opéra. Ça a lieu pendant les répétitions d'opéra, des concerts, des ballets, mais aussi les avant-premières jeunes, où on ouvre les répétitions. Souvent, ça crée un vrai attachement. La première fois, c'est magique. Et pour ceux qui sont loin de la culture géographiquement ou socialement, Oui, on collabore avec les quartiers politiques de la ville, ce qu'on appelle le réseau d'éducation prioritaire. prioritaire, oui. Et au final, ben, voilà, l'opéra devient un lieu vivant, accueillant, où tout le monde se sent légitime. C'est une approche globale, inclusive, et ça marche, puisqu'on a 25% de notre public qui a moins de 30 ans aujourd'hui. Avant mon arrivée, il était à seulement 6%. Donc, on voit de plus en plus de nouveaux visages. Et voilà, je crois qu'il faut être fier de faire partie d'un véritable opéra citoyen dont fait partie l'Opéra de Nice aujourd'hui. Alors justement, vous ouvrez cette scène à différents, formats, différentes cultures musicales. Je crois, j'ai aperçu qu'il y avait eu du métal, hein, c'est ça? Cette Oui. saison à l'Opéra de Nice, et il y a eu également une comédie musicale, la comédie, Compagnie. Vous avez accueilli, les 29 et 30 novembre dernier à l'Opéra de Nice, la comédie musicale Compagnie, une coproduction de Génération Opéra, mise en scène par, James Bonaz, Ewan Jones à la chorégraphie et Larry Blank à la direction musicale. Pouvez-vous revenir sur ce partenariat qui a bénéficié du soutien de la Fondation Signature? Oui, effectivement, Julie Campagny, c'était un projet qui était très important pour moi, et si je peux me permettre, ça colle pile poil avec ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ouvrir l'opéra à plein de formes artistiques, faire Bien sûr. dialoguer le lyrique classique avec la comédie musicale. C'est exigeant, mais populaire et fédérateur. Ça touche tout le monde, des habitués aux nouveaux venus. Et c'est vrai qu'avec Génération Opéra, on a coproduit cette production-là avec une quinzaine de maisons d'opéra en France et à l'étranger. Et nos décors ont été faits en interne, hein,
part à la Diacosmique, qui est notre centre de production, ce lieu incroyable chez nous, hein, unique en France, avec nos Unique, oui. ateliers décors, costumes, répétitions, plus de 80 métiers qui travaillent ensemble, un vrai écosystème créatif. Donc voilà, ça valorise nos savoir-faire et on conserve tout ça comme un laboratoire vivant. Et puis il y a le côté pédagogique aussi, hein, puisque le dimanche, on a eu le Viens avec tes parents, Oui. où les parents voient le spectacle tranquillement depuis la salle, pendant que les enfants font un atelier créatif sur le thème de la pièce, et après ils échangent en famille. Voilà, c'est génial de rendre l'opéra accessible aux tout petits, et voilà, tout ça a été possible grâce au mécénat de la Fondation Signature pour Génération Opéra. C'est pas juste de l'argent, mais un vrai soutien qui aide à faire circuler les œuvres et booster la création. Et c'est vrai que sans des partenaires comme ça, ben, ça serait tout simplement plus difficile. Alors vous évoquiez la Diacosmie qui est unique en France, hein, vous le disiez, avec ses ateliers de costumes, entre autres, ateliers qui ont remporté le prix d'atelier de la Fondation Signature en 2024 grâce aux confections réalisées pour la création de l'opéra La Petite Sirène de Régis Campo. Alors comment avez-vous mené ce projet de participation au concours et quelle a été votre volonté, la volonté des équipes? Oui, écoutez, on voulait absolument mettre en lumière nos ateliers costumes, leur excellence et leur créativité. Et c'est pour ça qu'on avait déjà participé d'ailleurs, hein, au concours 2022 de la Fondation Signature, où on avait tenté, je me souviens que c'était avec les Mamelles de Thérésias de Poulenc, coproduit avec le Théâtre des Champs-Élysées, dans une mise en scène d'Olivier Py. Eh bien, voilà, on avait participé, on n'avait pas gagné. Et en 2024, voilà, on a retenté avec La Petite Sirène, qui était une création mondiale qui s'adressait à tous les publics de Régis Campo, effectivement, mise en scène par Bérénice Collet avec des décors et costumes de Christophe Ouvrard. Voilà, c'était un défi important, très stimulant pour les équipes. Il faut imaginer hein, que c'était des recherches folles sur les matières on a essayé de créer un univers aquatique, légère, transparente, des teintures en dégradé, tout ça fait maison avec des plissés pour des mouvements de vagues, des détournements de matériaux pour les effets organiques, marins et minéraux. Et tout ça assez solide pour une tournée de 2 ans, adaptée à des distributions différentes, puisque c'est une coproduction avec 4 maisons d'opéra du sud-est de la France, l'Opéra de Nice, l'Opéra de Marseille, l'Opéra de Toulon et d'Avignon, mais aussi en coproduction avec l'Arcal, ce qui nous permet encore d'ailleurs aujourd'hui de tourner dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux pour l'opéra, hein, les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, etc. Voilà, on a travaillé main dans la main avec aussi différents services de la maison, les accessoires, la peinture, et notamment pour un costume en particulier, le bustier crustacé de la sorcière Oui. avec les pinces et les carapaces. Voilà, donc remporter ce prix, ça a été une fierté énorme pour tout le monde et une immense motivation et de cohésion également. Voilà, ça rayonne sur l'Opéra de Nice, montre qu'on préserve et transmet ses savoir-faire essentiels. Et pour les équipes, ça renforce la conscience qu'ils participent à quelque chose de grand entre technique, créativité et émotion sur scène. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a près de 80 métiers au sein de la Diacosmie. Et ce prix d'atelier, justement, met l'accent sur ces métiers souvent invisibilisés, que ce soit les costumiers, les décorateurs, accessoiristes, alors qu'ils participent pleinement au succès d'une production. Hein, je suis sûre que vous m'accordez cette affirmation. Alors, quelle importance revêt le soutien institutionnel de la Fondation Signature, justement dans la mise en lumière de ces savoir-faire? Oui, justement, les métiers de l'ombre, c'est
le cœur battant de l'opéra, hein, n'est-ce pas? Qu'ils soient costumiers, décorateurs, accessoiristes, sans eux, pas de magie sur scène, mais souvent il reste discret et invisible pour le public. Et c'est vrai que le soutien de la Fondation Signature et je remercierai jamais assez Madame Smalto, hein, avec qui on a un lien particulier. Eh bien c'est crucial, hein, pour les valoriser, ces métiers de l'ombre, les mettre en lumière. Et c'est vrai que chez nous, avec ce centre de production, la Diacosmie, ça joue un rôle central, hein. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un lieu unique en France, 22 000 carrés, avec ateliers décors, costumes, de répétition, plus de 80 métiers. On fabrique 900 costumes par an. On en conserve 10 000 et on travaille même pour d'autres maisons en France et en Europe. Donc, c'est une vraie reconnaissance. Et le prix d'atelier, ben, ça nous donne une visibilité très importante à tout cela auprès du public, bien sûr, mais aussi du réseau professionnel. Pour rappeler que le spectacle repose sur ses artisans autant que sur les chanteurs ou musiciens. Bien sûr. Ça préserve et transmet et fait évoluer ces savoir-faire uniques. Et moi, en tant que jury également, hein, parce que quand on gagne le prix, comme avec cette production l'année d'avant, eh bien, on 2024. intègre, ou 2024, on intègre le jury, hein, l'année suivante, et c'est vrai que ça m'a apporté énormément de joie d'être avec tous ces professionnels, et je vois une multiplication de projets formidables dans toutes ces maisons, et ça inspire pour l'Opéra de Nice également des idées, des techniques également, et pour les candidats, ben voilà, ça devient un tremplin, une visibilité, une fierté, et ça les motive à pousser peut-être encore plus loin ce professionnalisme et ce savoir-faire. Et pour nous, eh bien, je crois que ça renforce nos partenariats, et je crois qu'on repart avec des pépites à adapter dans nos maisons, et je crois que c'est vraiment enrichissant des deux côtés. Alors nous allons terminer cet entretien avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux, Bertrand, pour vous connaître davantage, connaître l'homme qui revêt le costume de directeur d'opéra. Alors, quelle œuvre a révélé votre amour pour le répertoire lyrique, même si vous nous le disiez, vous avez baigné dedans très jeune? Oui, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être en donner un qui, en tout cas, c'était l'un des premiers ouvrages que j'ai entendu, et c'est l'un de mes préférés, on va dire, Don Giovanni de Mozart. Si vous n'aviez pas emprunté la voie qui est aujourd'hui la vôtre, quelle autre destinée professionnelle auriez-vous souhaité? Si je n'avais pas été travaillé dans l'opéra, je pense que j'aurais été, parce que c'est quelque chose qui me sert beaucoup aujourd'hui, diplomate, dans la Intéressant, diplomatie. intéressant comme réponse. Qu'est-ce que vous retenez et appréciez tout particulièrement dans la culture méditerranéenne, vous qui êtes un pur enfant de Nice? Oh, je dirais, on est chaleureux dans le sud-est, donc j'ai envie de dire le partage de la passion, de l'amitié et du travail bien fait. Autour d'une fougasse à la fleur d'oranger peut-être? Ah, exactement, ça, j'adore ça. Alors nous allons refermer cet échange, non pas par une question, mais par une projection. Comment imaginez-vous l'opéra de demain? Moi, je suis très optimiste, même si aujourd'hui, certains disent que l'opéra est un art du passé, qu'il est passé, que demain nous n'aurons plus d'argent. Je pense que il faut faire évoluer ce que nous faisons tous d'ailleurs, hein, tous les directeurs d'opéra en France et en Europe et dans le monde, le modèle économique avec notre époque. Je pense qu'il est important aussi que l'art et que les artistes, et c'est ce qu'ils font aussi, on doit travailler avec des artistes qui s'adaptent avec l'époque dans laquelle nous vivons,
Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi je reste très optimiste sur l'avenir de l'opéra. C'est un art qui existe depuis 4 siècles et c'est un art qui continuera à exister parce que on saura faire face aux difficultés, on saura nous adapter au siècle futur. Et lorsque nous serons, nous, plus là, je suis persuadé que la génération future sera toujours là pour faire vivre un opéra toujours moderne, vivant et qui sera accessible à toutes et à tous. Merci Bertrand Rossi. Merci Julie. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.